Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de mon expérience managériale. Alors je sais que effectivement le storytelling est quelque chose d'important, en tout cas de valorisé vis-à-vis de certaines audiences. Et j'avais envie de vous proposer ce format qui est assez inconfortable pour moi parce que je ne suis pas de celles et ceux qui apprécient particulièrement parler de leur vie, de vous raconter ce que j'ai mangé ce matin ou autre. Enfin, c'est pas le sujet pour moi, ça me donne justement cette impression-là plus qu'autre chose. Alors vous allez me dire du coup pourquoi cet épisode ? Eh bien, parce que je me rends compte que dans les accompagnements que je peux mener, la posture de coach que j'ai aujourd'hui implique un savant mélange entre formation mentorat, posture de coaching pure et aussi un peu de thérapie. Ce savant mélange entre ces trois sphères fait que même si tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Socrate, mes clients viennent me chercher aussi, en fait, pour cette expérience, pour mon expérience. Ils me demandent souvent ce par quoi, d'ailleurs, j'ai pu passer pour en arriver à parler comme je parle. Certains me disent, j'aimerais avoir un dictaphone dans mon sac pour pouvoir ressortir les verbatims, et les phrases que tu peux énoncer. J'aimerais parler comme toi, etc. Enfin, voilà. Et ça m'a inspiré véritablement cet épisode, puisque la meilleure école pour moi, bien évidemment, c'est celle de la vie, c'est celle des entreprises, mais je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas traversé tout ce que je vais vous partager. Donc en fait, dans cet épisode, on va ensemble repartir de cette notion d'apprentissage. Vous allez comprendre quels ont été mes moments forts, les moments forts de ma carrière, mais aussi les coups durs. Et surtout, comment je m'en suis sortie. Ça pourra vous donner également des exemples. Alors là, c'est vraiment le leadership au féminin dont on va parler, puisque en tant que jeune femme dans un monde industriel d'hommes, il y a encore pas mal de croyances, il y a encore pas mal de choses héritées du passé qui sont en 2025 encore bien présentes. Et ça, c'est certain que du coup, si je me lève tous les matins, c'est aussi pour participer à cette évolution de conscience. Donc à la fin de cet épisode, je vous donnerai encore une fois mes préconisations. Vous aurez tous les éléments pour asseoir une vraie réflexion autour de votre posture et vis-à-vis de vos équipes, puisque forcément j'ai tiré les leçons de mes propres expériences. Et je vous propose de démarrer tout de suite cet épisode par mon expérience en management de projet. J'ai travaillé dans l'industrie automobile pendant plus de 4 ans et principalement dans le management de projet. Alors sur divers aspects, puisque j'étais dans une usine de carrosserie montage, avec d'abord quelques années dédiées au poste d'assemblage de pièces, puisqu'une voiture n'est ni plus ni moins qu'un grand puzzle finalement, si je dois le traduire comme ça. J'essaie de vulgariser aussi les aspects un peu plus techniques de l'industrie automobile, mais 2 années consacrées à l'étude de ces postes-là, donc avec des agents sur le terrain, des opérateurs, et 2 années consacrées à du projet, plus dans les bureaux. Donc 2 salles, 2 ambiances, et donc je vous propose de partager ça dans un premier temps. Par rapport à certains points de sécurisation, de protection, j'avais une vingtaine d'années en fait à ce moment-là. Et c'est vrai que ce qui a pu me permettre de vivre, d'évoluer dans cet environnement-là, c'est notamment l'environnement bienveillant. C'est-à-dire que j'ai eu la chance en fait d'avoir une hiérarchie qui prône des valeurs fortes, qui prônait, mais qui les prône toujours, j'en suis certaine, qui prônait des valeurs fortes et qui attendait
aussi que chacun soit à la hauteur de ses valeurs. Donc avec cette notion d'implication, d'engagement, avec cette notion d'audace aussi, de faire en fait, d'oser faire, cette curiosité et cette volonté. Ça, ce sont vraiment des points de sécurisation qui ont été importants pour moi, qui m'ont permis d'évoluer en fait avec assurance et sérénité. C'est important de se dire ça parce que si l'environnement est incertain autour de vous, si vous n'avez pas tous les points de sécurisation, encore une fois liés à votre propre personnalité, vous allez ressentir assez rapidement en fait un certain frein qui vont vous empêcher. Alors, de proposer des idées, de vous accrocher à certaines idées qui vont vous empêcher d'oser dire ou de faire certaines choses. Et donc, ça n'a pas été mon cas, heureusement, à ce moment-là. Si je vais vous parler de moments forts, ils sont au nombre de 3. C'était vraiment les 3 moments clés pour moi qui ont participé à un virage, en fait, de prise de conscience. Le premier point a consisté, au cours de mes missions, j'avais pour mission de permettre à la production, la chaîne de montage, d'obtenir des pièces plus rapidement et en plus grand nombre. Donc bien évidemment, il s'agit de productivité, on ne va pas se cacher derrière certains mots, il s'agit de productivité, de performance. Et donc pour ça, j'ai mis en place quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Rendez-vous bien compte, une usine automobile avec un monde majoritairement d'hommes, beaucoup d'anciens qui étaient sur le terrain, très peu de jeunes, et des gens qui étaient là depuis des dizaines d'années, potentiellement, pour certains, vraiment depuis 30 ans. Et moi, j'arrive avec mon petit chronomètre. J'avais 22 ans. Et je vais leur proposer de les chronométrer pour pouvoir... Et donc, c'est là, pour pouvoir quoi ? C'est là que ça se joue. Quand on a ce type de mission-là, assez sensible, dont on sait qu'on va toucher certaines sensibilités... ça a été un des premiers éléments qui ont guidé le fil rouge finalement de ma carrière et qui m'ont mené à cet entrepreneuriat aujourd'hui. La posture d'entrepreneur. Quand on doit chronométrer des personnes sur leur propre poste de travail, quand on doit leur vendre ce type de projet, eh bien, ma posture, mon intention, dès le départ, a été extrêmement claire. Autrement dit, j'ai donné tout le sens nécessaire, toutes les explications et toutes les étapes par lesquelles j'allais passer, le sens que j'allais leur donner au fur et à mesure aussi, le suivi, bien évidemment, le partage des moyens pratiques et surtout une transparence sur les résultats et les actions du coup qui allaient en découler. Donc je leur ai expliqué qu'à un moment donné, ce projet, c'était pas seulement dans leur intérêt individuel d'y participer, mais c'était surtout dans l'intérêt de l'usine, au sens large. Il est important aujourd'hui, et surtout encore aujourd'hui, de prendre en considération qu'il n'est plus question, même si c'est important de le dire, mais d'aller sur des considérations personnelles, individuelles, au détriment du collectif. Ça ne marche pas. On rencontre malheureusement encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui, parce qu'elles n'y voient pas un intérêt personnel individuel, en fait ne font strictement aucun effort d'un point de vue du collectif, ce qui peut mener à des catastrophes en termes de certains projets d'entreprise et surtout des notions d'incompréhension, de tension, de conflit qui peuvent aller très loin malheureusement parfois. Donc, dans cette notion de chronométrage, ça a été un de mes moments forts parce que vous doutez bien que j'ai rarement croisé des personnes qui m'ont accueilli les bras ouverts. Il s'agissait quand même de les chronométrer, de suivre cet état d'avancement. Alors certaines personnes se sont dit « Ok, toi tu viens de la part d'eux, donc je vais le faire parce que finalement j'ai pas le choix, mais débrouille-toi ». Globalement, c'était ça la réponse. Et d'autres personnes qui sont restées un petit peu plus ouvertes en s'intéressant, en disant mais concrètement, du coup, ok, c'est bien. Comment tu vas faire pour t'y prendre ? Qu'est-ce que tu vas proposer en termes d'action ? Qu'est-ce que ça va engendrer en termes de bénéfices, de risques, de conséquences pour moi ? Et donc, et vraiment, ma posture a été de partager en toute transparence ce qui allait leur arriver. Et finalement, j'ai eu d'autres types de personnalités qui se sont pris au jeu et qui
parce que ils s'étaient rendus compte que à certains moments, il y avait des gestes. Alors moi, j'étais beaucoup dans l'observation, donc je décortiquais chaque geste et je chronométrais chaque pas, de manière à leur démontrer qu'en fait, ils se fatiguaient beaucoup plus qu'autre chose, hein, au fur et à mesure du temps. Et donc, grâce à ça, ça a permis de mettre en place un projet qui a impliqué chaque opérateur et dans les propositions de modification de poste de travail, eh bien, la notion d'ergonomie a été incluse, donc moins de fatigue, moins de douleur, moins de déplacement, certes plus de productivité, de performance, mais jamais au détriment du bien-être du salarié. Et donc ça, certains vous diront, non mais ça c'est du vent en fait, hein, c'est quelque chose, voilà, c'est le secret du magicien, on t'explique pas qu'en fait on t'a entourloupé. Alors oui, on peut le prendre comme ça, mais j'ai envie de dire que si on le prend comme ça, c'est que ça parle de sa propre histoire et de son propre rapport au travail, à la hiérarchie, au sens large. Donc ça n'engage que soi, que de penser d'une manière ou d'une autre. Un autre moment fort dont je me souviens vraiment, qui a marqué mon esprit même autant de temps après, c'est la façon dont les conflits étaient gérés. Donc, je rappelle que j'étais une jeune femme en industrie automobile, que dans les premiers jours, et je ne vais pas vous le cacher, dans les premiers jours où je me suis avancée sur les chaînes, entre les chaînes de montage à l'époque, j'entendais des noms d'animaux, quoi. Hein, c'est-à-dire que les opérateurs sur chaîne m'interpellaient en faisant des bruits de lion ou de singe pour pouvoir m'appeler et faire en sorte que je vienne. Et donc, je m'amuse souvent à parler de cette expérience-là, notamment à des jeunes femmes, puisque je leur dis avec humour que au début, ça s'est passé comme ça. Quand je me suis présentée à eux, ils ont vite compris que cette personne, cette jeune femme, avait un prénom, avait une identité, une personnalité, et qu'il était important de la respecter. Donc, c'est la façon dont on laisse faire les choses aussi, la façon dont on pose les limites, les attentes vis-à-vis de chacun. Et à un moment donné, sur les têtes brûlées, j'ai envie de dire, les gens qui persistent et qui signent dans leur comportement et leur posture, c'est d'alerter, en fait, hein, et comme dans la société, en fait, hein, d'alerter et de ne surtout pas laisser faire. Donc, en lien avec ça, je parle de ça parce que je me rappelle d'un moment particulièrement violent pour moi, à ce moment-là, dans la façon dont un conflit avait été géré avec les supérieurs, où je me souviens de cris, mais littéralement des cris, des hurlements, en fait, qui m'ont fait me lever de mon bureau et qui m'ont permis d'observer que le supérieur hiérarchique était avec un de ses salariés en plein milieu, en fait, du terrain, et qu'ils étaient tous les deux littéralement en train de s'aboyer dessus, mais de hurler dessus. Et donc je vois quelques minutes après, en fait, le supérieur qui revient. Et donc on débriefe de la situation. Parce que je voulais apprendre, comprendre ce qui s'était joué, pourquoi est-ce qu'ils en étaient arrivés jusque-là, et pourquoi son positionnement était celui d'accepter, en fait, ces hurlements à un moment donné. Et donc, c'est là que j'ai pris conscience et compris que l'intelligence émotionnelle et que la gestion des émotions étaient au cœur du management et au cœur de la communication. Ce que m'a expliqué ce supérieur à l'époque, c'est que il ne pouvait pas, en fait, ne pas réagir par rapport à ce qui venait de se passer et que finalement, puisque tout le monde s'est rassemblé autour d'eux alors qu'ils étaient en situation d'incompréhension et forcément de désaccord, hein, en termes d'image, à la fois pour lui en tant qu'hiérarchique et pour l'entreprise, en fait, il ne pouvait pas fuir, en fait, face à cette situation. Donc ça m'a beaucoup appris en termes de gestion des émotions. Ça a été un moment fort de mon parcours en management de projet, puisque la dimension de la résistance rentre en ligne de compte à ce moment-là. Comment est-ce qu'on gère l'incompréhension ? Comment est-ce qu'on gère le frein qui est plus ou moins fort ? Alors vous avez la personne passive qui est dans la fuite littéralement, qui peut être une forme de frein. En règle générale, l'engagement n'est pas
n'est pas non plus au rendez-vous. Donc, c'est des gens qui se font transparents, en fait, dans l'équipe, mais ça arrive, hein. Vous pouvez avoir la personne, vous savez, chanchon, grognon, à qui il faut surtout pas demander si ça va le matin parce que ça ne va pas, régulièrement, jusqu'à la personne qui rentre en opposition absolue ou qui fait des levées de bouclier et qui part en croisade de manière très virulente. Donc il y a 2 poids, 2 mesures à tout ça, mais il s'agit vraiment de traiter des résistances face au changement. Je pourrais vous faire, si vous le souhaitez, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos sujets brûlants. Je pourrais dédier un épisode à la conduite du changement, la gestion en fait des résistances face au changement. La troisième expérience que je pouvais vous partager dans l'industrie automobile, ça va concerner quelque chose qui est plus propre à moi, en fait, propre à moi et qui va concerner ma personnalité. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je ne suis pas de celles et ceux pour qui c'est simple et ça je vais employer le terme tout de suite, d'employer la notion du premier jet. Vous savez, cette forme de première version d'un document, d'un projet ou de quelque chose qu'on aurait à rendre, qui permet de savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on se trouve, alors que ça n'est pas parfait. Et donc, pour moi, à l'époque, de par ma personnalité, il était impossible d'envoyer un premier jet qui n'était pas un tant soit peu bien fait. Encore une fois, à mon niveau, selon ma propre évaluation. Et donc, je me suis retrouvée face à des supérieurs qui, en fait, ont insisté lourdement en disant « Natacha, envoie ce premier jet, même si ça doit être amélioré, au moins, tu montreras là où t'en es, ce que t'as fait. Et c'est important qu'on sache. Donc, envoie-le, ton fichu projet. » Voilà, donc, à l'époque, ça a été un vrai apprentissage pour moi, parce que j'ai expérimenté pour la première fois la notion d'essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur, qui permet d'avancer. Cette notion d'essai-erreur pour avancer, c'est aussi ce qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat quand on est face à certains sujets et qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on doit y aller, on n'a pas tous les éléments avant d'y être. C'est ce saut dans l'inconnu, même quand on se lance à son compte, qui fait que je ne sais pas ce qui va m'arriver, je saute, je ne sais pas s'il y a un parachute ou quoi, mais en tout cas, je crois dans le fait que je vais retomber sur mes pattes. Et donc, encore une fois, ce qui m'a permis d'identifier quels étaient mes axes de travail à l'époque, ça a été vraiment par l'expérimentation de ce que j'ai pu vivre et de ce que j'ai pu expérimenter à travers la notion de gestion de projet et d'accompagnement transversal des équipes. Si je dois vous donner une métaphore, une image, en fait, j'ai appris que mieux vaut fait que parfait. Mais l'important, surtout, c'est de revenir sur chaque situation avec humilité, en considérant que nous sommes des apprenants, finalement, à chaque instant. Donc par rapport à ces apprentissages, je ne vais pas citer de noms, mais je vais quand même remercier certaines personnes ici. Je pense à Amar, Michel, Jérémy, Stéphane, Fabrice, José, qui ont été des personnes extrêmement bienfaitrices pour moi à l'époque et qui, grâce à eux, qui sont des personnalités très fortes, ont été des points d'ancrage et de sécurisation et de protection pour me permettre de me développer à chaque instant dans la notion de gestion de projet. Je vais quand même vous donner un petit mot au sujet des accompagnements que j'ai pu mener dans les bureaux, donc plutôt dans les services support, parce que cette expérience a été aussi une autre forme d'apprentissage, et pour ça je remercie Régis, je remercie Eric, Mohamed, Karine aussi, qui ont été des personnes qui m'ont beaucoup accompagnée, qui m'ont soutenue dans cette période-là, parce que ce qui se passe dans la gestion de projet, dès lors qu'on est dans les services support, dans un autre environnement, dans celui des bureaux, on est face à des personnes, et on est proche de la direction dans ces projets-là. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et donc, on est face à une autre ambiance, une autre salle, une autre ambiance, puisqu'on s'aperçoit que, contrairement à des opérateurs de terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent de l'ordre des non-dits dans les bureaux, avec beaucoup plus de discours
policés, des discours qui sont finalement moins francs et beaucoup plus travaillés. Ce qui a été pour moi un apprentissage extrêmement important pour la suite de mon parcours professionnel. Et c'est là que j'ai pu mettre en œuvre les compétences liées à la communication, à cette adaptabilité qu'on a face à une personne par rapport à sa personnalité, pour pouvoir adopter le bon canal de communication, réussir à la mettre en mouvement malgré les freins qui peuvent être individuels, qui peuvent se trouver à différents niveaux. Et donc cette expérience a été extrêmement enrichissante pour pouvoir mener à bien les projets et les faire perdurer dans le temps. Ce que je vais vous proposer dans le second temps et la suite et fin de cet épisode et qui concerne mon expérience en management de projet dans l'industrie automobile, c'est de vous partager finalement la façon dont on peut, de manière technique du coup, diagnostiquer, accompagner et piloter finalement ces changements et les changements de manière générale. Ce que je vais vous partager là, c'est ce qu'on appelle la roue du changement, qui parle de la notion de diagnostic, de comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce qu'on pilote un changement. Alors, il y a 12 actions à mettre en place et je vais vous proposer de démarrer par la première qui est l'observation de la situation actuelle pour, en deux, recueillir l'objectif de l'entreprise. Ça, c'est le point de départ qui, j'ai envie de dire, si on doit avoir une destination à atteindre, je dois savoir exactement où je vais, quels sont les intérêts et puis les bénéfices et aussi les risques actuels si j'y vais et si je n'y vais pas. C'est-à-dire, si j'y vais, qu'est-ce qu'on va gagner ensemble, qu'est-ce qu'on va pouvoir laisser de côté aussi, mais si je n'y vais pas, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce qu'on risque de perdre, dans quelle situation on risque de rester si on n'y va pas. Donc les objectifs de l'entreprise, c'est pas encore la façon dont je vais mettre en œuvre les choses, mais c'est d'un point de vue factuel, recueillir ce qui bloque à l'instant T aujourd'hui, sur quelle sphère, dans quelle dimension, quels sont les enjeux. En fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on cadre les choses autour de ce changement. Et là, quand on dit ça, on n'est pas encore en train de diagnostiquer, on est en train de se dire où est-ce qu'on veut aller. Le diagnostic, il démarre à l'étape 3, parce que quand j'ai recueilli ces informations-là, en étape 3, j'ai besoin de partager, en fait, avec les équipes, d'initier une sorte de cohésion autour du projet à travers le sens. Donner du sens, c'est le point de départ pour toutes les équipes et dans certaines personnalités, elles se mettront d'ailleurs pas en œuvre dès lors qu'elles n'ont pas compris ce qui se tramait, donc qu'est-ce qu'on attendait d'elles très exactement, sans partage, sans clarification. La cohésion ne se fait pas et le projet ne se fera pas, en tout cas sera ralenti. En quatrième étape, on initie la notion d'accompagnement puisque on va recueillir les besoins opérationnels, ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Alors, c'est le besoin pour chacun d'être impliqué, c'est le besoin d'être écouté, d'être soutenu. À travers les exemples que je vous ai donnés, c'est aussi de pouvoir accompagner les résistances, de pouvoir témoigner de l'intérêt finalement autour du poste de travail, plus que de la fonction, de la personne aussi. Certaines personnes ont véritablement besoin qu'on prenne soin d'elles. Et donc, c'est à travers cette première étape, j'ai envie de dire, le 5e point serait de faire la synthèse des phases 1 à 4. Tant que les choses ne sont pas clarifiées, tant que vous ne sentez pas un élan, on ne peut pas poursuivre après. Pourquoi ? Parce que la 6e étape, c'est de mettre en œuvre vos préconisations pour aller rechercher les solutions en 7e lieu. Rechercher les solutions face aux préconisations, c'est en 8e étape d'établir un plan de mise en route finalement, de mise en œuvre de ce que vous avez préconisé à travers les solutions qui pour vous sont les meilleures à l'instant T. En 9e position, on retrouve vraiment le côté fédérateur, cohésion d'équipe autour du projet. Et vous voyez bien que cette notion de sens, de retour aux équipes, de la façon dont elles se mettent en mouvement ou pas à travers les résistances, c'est un vrai point central autour de management de projet. Mais dès lors que la 9e étape est OK, c'est là que la mise en œuvre se fait naturellement et est reprise en fait par les équipes et non plus par vous. Vous n'êtes plus l'initiateur et le moteur,
Vous êtes simplement un relais qui s'assure que le rouage fonctionne et est fluide, en fait, que tout est homogène et que tout fonctionne bien. En 11e étape, il faut quand même rester là en tant que dans le domaine de l'assistance, de la maintenance, du SAV, c'est ça en fait, quelque part, c'est-à-dire prêter assistance au dernier réglage pour, en 12e étape, mener une analyse des aspects préventifs, correctifs encore à mener, et surtout faire en sorte que cette roue du changement perdure dans le temps et permette qu'un projet puisse se faire oublier. Un bon projet est un projet qui réussit à se faire oublier puisqu'il a été intégré de manière automatique dans les équipes. Et donc ça, quand on en arrive là, c'est formidable parce qu'il n'y a plus d'efforts à mener du tout. Les équipes sont intégrées, ont du sens. Donc c'est là que vous voyez que ce qu'on observe, c'est qu'en règle générale, sur le terrain, on donne du sens, oui. On établit des processus, oui. Mais la grande majorité du temps, finalement, je dirais qu'on a 20% qui est dédié au sens, 20% qui est dédié au processus et aux procédures à mettre en place. Et on est dans la mise en œuvre, en fait, sur 60% du temps. Ça, c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans les entreprises de manière générale. Ce qui est important de prendre en considération là, c'est l'importance du changement. C'est de donner, au contraire, 60% de sens pour vraiment mener les processus et accompagner les processus à 30%, et le contenu se fait en fait avec les 10% restants. Donc ce contenu-là, il se met en œuvre dès lors que le sens est que les équipes ont compris qu'elles avaient un intérêt à le faire. Donc encore une fois, ce qu'il y a à retenir de cet épisode, c'est que manager, ça s'apprend. Tout le monde n'en est pas capable, mais c'est OK parce que chacun a ses compétences. Ça demande, oui, de la détermination, de la force de caractère, mais aussi de l'humilité, de la résilience sur ses propres pratiques pour pouvoir ajuster sa posture à l'environnement. Ça implique aussi de revenir sur ses propres croyances, de faire preuve de curiosité et surtout de développer de grosses compétences en communication. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis en dessous de ce podcast. Ça aide grandement à le faire connaître, à le développer. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre en œuvre les choses dans votre entreprise, contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde.